Il était dehors, penché au-dessus de la haie, le tuyau d'arrosage dans une main, cette vieille casquette de sport tirée bas comme si elle pouvait encore masquer le temps. Ses gestes étaient plus lents à présent, mais la façon dont il inclinait la tête, ça, c'était pareil. Une habitude forgée par des années à observer, scruter, vouloir tout maîtriser. Il leva les yeux quand nous passâmes. Toit décapoté, moteur tiède sous nous. La peinture accrochait la lumière d'une manière qui faisait se retourner les passants. Elle avançait comme si elle portait une histoire, comme si elle avait quelque chose à dire. Claire était assise à côté de moi, une main posée doucement sur ma cuisse, riant doucement à une blague à la radio. Son alliance captait le soleil, lançant des éclats dorés sur le tableau de bord. Elle ne tourna pas la tête, elle n'en avait pas besoin. La voiture parlait pour nous, il plissa les yeux, se tortilla. La reconnaissance arriva lentement, à contre-cœur. Cette voiture, c'était la sienne autrefois, sa préférée, sa fierté. Il la lavait à la main tous les week-ends, même quand le temps ne l'exigeait pas. C'était son symbole, son échappatoire. Et maintenant, elle n'était pas garée dans son allée. Elle passait devant lui avec grâce et silence, conduite par la fille qu'il avait choisi de ne pas envoyer à la fac, la fille qu'il pensait voir tourner la page. Je n'ai pas salué, je n'ai pas souri, je n'ai pas regardé dans le rétroviseur, pas par colère, parce que je n'en avais plus besoin. Ce n'était pas une vengeance, pas vraiment. C'était une restauration d'une voiture, d'une vie, de quelque chose de plus profond que la confiance, la certitude. Celle qu'il m'avait volée en confiant mon avenir à quelqu'un d'autre. Maintenant, je passe devant lui dans ce qu'il aimait le plus. Pas pour le provoquer, mais pour me rappeler. Il a parié contre moi. Et j'ai gagné quand même. Il le disait comme un fait, comme la gravité. Ton compte pour la fac est verrouillé. Je l'ai ouvert le jour de ta naissance. Peu importe ce qui arrive, il est à toi. Je l'ai cru. Bien sûr que je l'ai cru. Ce n'était pas le genre à faire de grands discours. Mais quand il parlait de mon avenir, sa voix devenait plus ferme, plus tranchante, comme s'il fallait que je l'entende, comme si c'était important. Alors j'ai rangé cette promesse contre mon cœur et je l'ai portée pendant toute mon enfance comme une armure. Chaque contrôle, chaque nuit blanche à réviser, chaque dossier de candidature que j'ai rempli, je l'ai fait avec cette promesse résonnant dans ma tête. Tu vas aller à la fac. Tu vas construire quelque chose. Il avait dit qu'il s'occuperait du chemin, que je n'aurais qu'à le suivre. Et je l'ai fait. J'ai été acceptée dans toutes les écoles où j'ai postulé. Les bourses ont aidé, mais ne couvraient pas tout. Pourtant, je n'étais pas inquiète. Il m'avait dit, depuis que j'étais assez grande pour comprendre les chiffres, qu'il mettait de l'argent de côté, que je n'aurais aucun souci, que, le moment venu, il serait là. Il s'en était même vanté une fois lors d'un barbecue en famille. M'avait prise par l'épaule et dit à ma tante « Elle est couverte. Je mets de l'argent de côté depuis qu'elle a perdu ses premières dents. » Je me souviens de la fierté dans ses yeux. Comme s'il applaudissait déjà à ma remise de diplôme. Comme si sa mission était accomplie. À l'époque, je pensais que l'amour ressemblait à ça. La prévoyance, la sécurité, l'action silencieuse, pas les mots, pas les câlins, pas les « je suis fier de toi », mais des fondations solides. C'est drôle comme la trahison ne fait pas toujours de bruit. Parfois, c'est juste une enveloppe sur la table de la cuisine. Pas de discours, pas d'excuses, juste une lettre pliée qui commence par « Il faut qu'on parle ». J'avais 17 ans, des lettres d'admission entassées sur le plan de travail. Mon avenir aligné dans des chemises de couleur. Il était assis en face de moi avec un regard que je ne connaissais pas, ni coupable, ni désolé, juste mal à l'aise, comme s'il voulait en finir vite. « C'est au sujet du compte pour la fac », a-t-il dit. Ma poitrine s'est glacée, j'ai attendu. « On l'a utilisé », a-t-il ajouté. C'était difficile et Jake avait besoin d'un coup de main pour se lancer. Jake, le fils de sa nouvelle femme, 2 ans de plus que moi, à peine son bac en poche. Déjà, à sa 3e tentative de trouver sa voie, je n'ai rien dit, je n'ai pas crié, je n'ai même pas cligné des yeux. Je suis juste restée là,
laissant les mots retomber comme de la poussière. Le compte n'était pas gelé, pas perdu en bourse. Il avait été dépensé, redirigé, offert à quelqu'un d'autre. Il a essayé d'adoucir ça avec des banalités. On croit toujours en toi. T'es forte, tu vas t'en sortir. Comme si la foi pouvait payer les frais d'inscription. J'ai hoché la tête, calme, figée. Ma mère m'a dit plus tard que je n'avais même pas scié, que je m'étais juste levée, allée dans ma chambre et que j'avais fermé la porte. Mais quelque chose s'est brisé en moi ce jour-là. Pas seulement la confiance, l'attente. Il avait fait une promesse. Et il l'a brisée comme si de rien n'était. Ils se sont mariés quand j'avais 16 ans. Petit mariage dans le jardin, chaise pliante sur une pelouse clairsemée, gobelet en plastique rempli de champagne bon marché. Je portais une robe bordeaux mal ajustée et je suis restée silencieuse. J'ai souri pour les photos. J'ai tenu le bouquet pendant les vœux. J'ai fait tout ce qu'une fille est censée faire. Elle s'appelait Linda. Voix douce, regard attentif, toujours en train de balayer la pièce du regard avant de parler. Elle n'était pas cruelle, juste présente, d'une manière qui montrait clairement qu'elle comptait rester. Et Jake, son fils, est arrivé derrière elle comme un coup de tonnerre. C'était le genre de garçon qu'on qualifie de petit numéro avec un sourire. Grands éclats de rire, grosses bêtises, encore plus grosse seconde chance. Il avait un charme qui fonctionnait surtout quand les adultes regardaient, celui qui l'aidait à éviter les ennuis, les exclusions, les responsabilités. Papa l'adorait. Il disait que Jake avait juste besoin d'un cadre, d'une figure masculine, de structure. Structure, il répétait souvent, comme si c'était un mot magique. Alors il lui a donné un cadre, l'a emmené voir des matchs de foot, a cosigné pour sa voiture. Lui a acheté un ordinateur pour les cours, même si Jake a abandonné le BTS 2 mois plus tard. Et quand Jake a accidenté la voiture, 2 fois, papa a juste soupiré et payé les réparations. Pendant ce temps, moi j'étais dans les premiers de la classe. J'avais un petit boulot. Je payais mes livres moi-même et je faisais à dîner 3 soirs par semaine quand maman travaillait tard. Mais rien de tout ça ne retenait autant l'attention. Jake illuminait les pièces. Moi, je les faisais tourner à l'heure. À un moment donné, j'ai arrêté d'essayer de rivaliser. Il y a un genre de silence qui s'installe entre un parent et son enfant, pas à cause de la distance, mais du remplacement. De voir quelqu'un d'autre prendre ta place à table et recevoir une seconde portion alors que ton prénom est encore gravé sur l'assiette. Papa n'a rien vu. Ou peut-être que si, mais qu'il ne savait pas quoi en faire. Il était heureux, c'est ce que tout le monde disait. J'ai appris à ne plus rien demander. Je me suis repliée dans le décor, là où les bonnes filles sont censées rester. J'ai arrêté de lui rappeler l'argent pour la fac. Je ne parlais plus de la manière dont la maison avait changé, la musique de Jake traversant les murs, ses disputes avec Linda résonnant dans le couloir. J'ai juste attendu, le bac est arrivé, puis l'été, puis la conversation qui a fait s'écrouler le sol sous mes pieds. J'aurais dû le voir venir. Dû remarquer la façon dont papa esquivait mes questions sur les finances, comment il changeait de sujet dès qu'on parlait des études. Mais quand on t'a promis quelque chose toute ta vie, ton cerveau te protège. Il fait comme si les fissures n'en étaient pas, juste des ombres, mais c'étaient des fissures profondes. Et Jake s'y était glissé, toutes sans exception. Pendant que je stabilisais les fondations, papa construisait l'avenir de quelqu'un d'autre avec mes briques. Et quand je m'en suis rendu compte, la structure qu'il jurait devoir me porter avait déjà disparu. C'est arrivé par la poste comme n'importe quoi d'autre. Une enveloppe blanche toute simple, sans inscription, sans mise en scène. Juste mon prénom, écrit de sa main, serré, penché, reconnaissable entre mille. Je l'ai trouvé sur le comptoir de la cuisine, posé à côté de la boîte de céréales et d'une pile de factures. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était quelque chose de banal. Un mot, un chèque, une sorte de rectification. Peut-être même des excuses. Je l'ai ouverte à table. Mes mains ne tremblaient pas. À l'intérieur, une lettre tapée à l'ordinateur. Courte, froide, presque clinique dans son ton. On aurait dit une note de service plus qu'un message d'un père à sa fille.
Nous avons pris certaines décisions financières en famille, disait-elle. Étant donné les circonstances, nous avons réaffecté les ressources là où elles étaient le plus nécessaires. Pas une seule fois le mot université n'était mentionné. Mais je n'avais pas besoin qu'on me le dise clairement. Le message était limpide. Mon compte, mon avenir. Ce qu'il avait juré être intouchable, c'était terminé. La deuxième moitié de la lettre expliquait où cet argent était allé. Le projet d'entreprise de Jake nécessitait un capital de départ. Il montre un vrai potentiel et nous croyons en l'importance de soutenir tous nos enfants de manière équitable. Cette phrase est restée en moi. Tous nos enfants. Équitable, disait-il. Mais moi, je n'ai jamais eu de capital de départ. J'ai eu des promesses. Jake, lui, a eu le chèque. Le papier semblait plus lourd qu'il ne l'aurait dû. Je l'ai replié lentement, rangé dans l'enveloppe, puis je suis restée à fixer le mur longtemps. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai fait un sandwich, je l'ai mangé en silence, puis je suis retournée dans ma chambre et j'ai commencé à dessiner le plan B. Maman ne savait pas. Elle l'a découvert une semaine plus tard, quand je lui ai demandé si elle avait des économies de secours de quand j'étais petite. Son visage s'est devenu livide. Elle n'a rien dit tout de suite. Elle s'est juste laissée tomber sur une chaise de cuisine et a serré sa tasse de café comme si c'était la seule chose qui la maintenait dans l'instant. Elle ne savait pas parce qu'il ne lui avait rien dit. Le compte pour la fac avait toujours été son affaire, quelque chose qu'il gérait, quelque chose en lequel elle avait confiance. Elle pensait qu'il était toujours là, qu'il était protégé. Je crois qu'une partie d'elle voulait y croire encore plus que moi, mais la foi ne paie pas les frais d'inscription. Cet été-là, j'ai décliné toutes les offres d'admission, j'ai trouvé un boulot, puis un autre. Le soir, les week-ends, j'ai commencé à épargner ce que je pouvais. J'ai appris à vivre avec moins, à construire sans demander, à trouver de la fierté dans des choses que personne n'applaudit. Papa n'en a plus reparlé. Peut-être qu'il pensait que ça s'effacerait, que j'oublierais, que le temps lisserait tout ça. Mais je n'oublie pas. Je classe les choses, comme les lettres, comme les trahisons, comme le moment où tu comprends que celui qui t'a élevé à viser plus haut tenait toujours l'échelle pour quelqu'un d'autre. J'ai traversé cet été-là comme en pilote automatique. Travailler, dormir, recommencer. Les rêves que j'avais construits pendant des années disparus. Les chambres étudiantes, les amphithéâtres, les petits boulots sur le campus, tout s'était évaporé avant même d'avoir commencé. Mes amis faisaient leurs valises et postaient des photos des journées d'intégration. Moi, je remplissais des rayons dans un supermarché et je rentrais les pieds en feu dans le silence. Papa n'en a plus jamais reparlé. Pas de suivi, pas de questions, juste l'hypothèse tranquille que je m'adapterais, que je ferais comme toujours, trouver une solution sans me plaindre, comme si la conversation n'avait jamais eu lieu, comme si la fac n'avait été qu'un caprice et non une promesse autour de laquelle j'avais bâti toute ma vie. La nuit, je restais allongée sans dormir, à repenser à la façon dont il parlait autrefois de mon avenir. Tellement sûr de lui, tellement ferme. Comme si cette certitude vivait dans un compte épargne qu'il n'avait jamais eu l'intention d'utiliser. Ce n'est pas l'argent qui m'a blessée, c'est la facilité avec laquelle il l'a donné à quelqu'un d'autre. La simplicité avec laquelle il m'a regardé plier mes projets comme du linge sans jamais dire « Je suis désolé ». Jake, lui, profitait d'un élan emprunté. Il s'achetait des fringues neuves, louait une voiture, racontait à qui voulait l'entendre des choses sur sa start-up, même si personne ne savait vraiment ce que c'était. Papa jouait le jeu, hochait la tête, souriait, le qualifiait d'ambitieux. Il tenait des réunions dans le salon, tableau blanc, ordinateur portable, mug de café laissés là comme des accessoires. J'avais l'impression d'assister à une pièce de théâtre depuis les coulisses, une histoire à laquelle je n'étais plus conviée. Maman faisait ce qu'elle pouvait. Elle me glissait un peu d'argent quand elle en avait, me préparait des repas à emporter, me serrait un peu plus fort quand je rentrais tard. Mais elle ne pouvait pas faire grand-chose sans déclencher une guerre à la maison. Elle a choisi la paix. Moi, j'ai choisi la distance. J'ai arrêté de dîner à table, arrêté de donner des nouvelles, arrêté d'espérer un quelconque retour en arrière. Et petit à petit,
J'ai commencé à construire quelque chose à moi, pas par inspiration, par nécessité. J'ai trouvé un ordinateur d'occasion sur le Bon Coin, passé mes nuits à regarder des tutoriels de code gratuit, appris à écrire du HTML basique puis du JavaScript. Créer des sites simples pour des petits commerces. Je facturais peu, j'allais vite. Le bouche à oreille a suivi, les clients aussi. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Chaque euro économisé était une brique entre moi et cette conversation dans la cuisine. Chaque compétence acquise prouvait que je pouvais avancer sans. Permission, sans diplôme, sans lui, il avait choisi son préféré, mais moi, je m'étais choisi, et ce choix, fait en silence, sous un toit qui ne ressemblait plus à un foyer, était que le premier pas vers quelque chose de plus solide qu'un plan. C'était le début de la détermination. Je n'ai pas pris de prêt, pas parce que je n'y avais pas droit, mais parce que je ne voulais rien devoir à personne, ni aux banques, ni à lui, ni à ce monde qui répétait qu'un diplôme était le seul billet pour réussir. Je voulais une propriété claire, chaque centime gagné, chaque risque assumé. Alors, j'ai continué à bosser. 2 boulots, parfois 3. Des shifts en magasin, des missions freelance, des jobs le week-end à créer des logos pour des commerces de quartier qui payaient en retard mais disaient toujours merci. Je vivais à l'économie, colocation, repas à 1 euro, zéro dépense sans retour. J'ai appris à étirer les choses. Les courses, les essais logiciels, l'énergie. Le sommeil est devenu optionnel, le confort aussi. J'avais un matelas au sol, un bureau fait de caisses et un tableau blanc où les rêves devenaient des listes de tâches. Et chaque soir avant de me coucher, je vérifiais mes gains. Pas seulement l'argent, la preuve que j'y arrivais, par moi-même. Je ne racontais pas ce qui s'était passé. Je laissais les gens penser que je prenais une année de césure, que je cherchais ma voie. C'était plus simple que d'expliquer comment une promesse était morte et avait emporté ma confiance avec elle. Plus simple que de répondre aux questions qui revenaient toujours à lui. Il ne donnait pas beaucoup de nouvelles. Peut-être 1 ou 2 fois, un texto pour demander comment j'allais. Je répondais poliment. Toujours bref, toujours flou. Il répliquait avec un pouce levé ou un « Fier de toi, ma grande », comme si ces mots avaient encore du poids. Il n'en avait plus. À ce moment-là, la start-up de Jake avait coulé. Le financement disparu, le site à l'abandon, l'euphorie remplacée par des excuses. J'en ai entendu parler par maman. Il se réorganise, disait-elle. Il tente autre chose. Il y avait toujours une autre tentative, un autre plan, un autre chèque, écrit en silence. Mais moi, je ne regardais plus, j'avais du travail. Ma petite entreprise a commencé à grandir. Les clients ont doublé, puis triplé. J'ai changé d'ordi, acheté un vrai bureau, pris une comptable. J'ai commencé à refuser les offres au rabais parce que je le pouvais. Il y a une forme de puissance dans le fait de ne rien devoir à personne. Pas de diplôme accroché au mur, pas de bourse encadrée, juste de la rage de vaincre et des factures réglées. Les gens adorent les diplômes jusqu'à ce qu'on leur montre des résultats. Et soudain, ils veulent savoir comment tu as fait. Ils cherchent des raccourcis, des astuces, une success story à vendre. Mais il n'y avait pas de magie. Juste une fille qu'on avait laissée de côté et qui a décidé que ce ne serait pas la fin de son histoire. Chaque victoire que j'empilais était une réponse muette au moment où il avait choisi l'avenir de quelqu'un d'autre à la place du mien. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin de preuves, et je les bâtissais, brique après brique, dans le silence. Le progrès ne s'est pas fait en ligne droite. Il y a eu des semaines où je croyais avancer pour qu'un client disparaisse sans payer. Des nuits où le code refusait de se compiler et où l'écran devenait flou à force d'épuisement. Des mois où chaque euro semblait courir après le loyer, pas vers la croissance. Certains matins, je doutais de tout. Je me demandais si je ne devrais pas céder, suivre des cours du soir, reprendre le chemin classique que j'avais un jour imaginé. Mais, à chaque fois que j'étais sur le point de lâcher, je repensais à ses mots, à son ton, le jour où il m'avait annoncé que le compte était vide. Froid, définitif, comme si je ne valais pas la peine qu'on se batte pour moi. Ce souvenir me faisait avancer.
J'ai commencé à postuler pour des contrats plus ambitieux, envoyer des propositions à des boîtes à qui je n'avais, en théorie, rien à offrir. La plupart n'ont pas répondu. Certaines ont décliné poliment. Nous cherchons quelqu'un avec une formation diplômante. D'autres n'ont même pas pris cette peine. Pas de diplôme, pas d'entretien. Chaque nom laissait une trace, mais m'apprenait aussi à affiner, reformuler, revaloriser. J'ai resserré mon site, épuré mon portfolio, créé de faux cas d'études juste pour montrer ce que je savais faire. Je les ai transformés en choses concrètes. Quand une entreprise m'a laissé sans nouvelles, j'ai contacté leurs concurrents et signé à un tarif doublé. J'ai compris la différence entre être ignoré et être sous-estimé. L'un est passif, l'autre est un défi, et j'avais appris à prendre les défis, personnellement. Pourtant, les obstacles s'accumulaient. Il y a eu des mois où je devais choisir entre acheter un logiciel ou faire les courses, où je piquais le Wi-Fi d'un bistrot pour respecter une deadline, où un contrat tombait à l'eau le jour même où le loyer devait partir. Je me souviens de m'être assise par terre ce soir-là, à fixer une vitre fêlée, en pensant à quel point il serait facile de l'appeler. Juste une fois. Mais je ne l'ai jamais fait, parce qu'une fois qu'on t'a brisé la confiance, le rappeler revient à lui tendre le marteau à nouveau. Alors j'ai continué. C'est à cette période que Claire est entrée dans ma vie. On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'une amie. Elle avait besoin d'un coup de main pour un projet, un truc simple. Je lui ai facturé la moitié de mon tarif. Elle a payé le double. Elle a dit « Je crois pas aux remises quand le travail est aussi bon ». Elle se fichait que je n'ai pas de diplôme. Ce qui comptait, c'était que je livre. Elle a commencé à me recommander à ses contacts, m'a introduite dans un autre cercle, des entrepreneurs, des bâtisseurs, des gens qui valorisent l'exécution plus que les diplômes. Pour la première fois, on voyait mon travail pour ce qu'il était, pas pour ce qui manquait à mon CV. Les obstacles n'ont pas disparu, mais ils ont cessé de définir le chemin. Je grimpais toujours, je luttais toujours. J'étirais chaque centimètre de possibilité sur une route que j'avais tracée seule. Mais désormais, je ne la parcourais plus seule, et ça changeait tout. Rien n'a explosé. Pas de succès du jour au lendemain, pas de moment viral qui a tout changé. Mon activité a grandi comme un arbre, lentement d'abord sans qu'on s'en rende compte. Puis soudain, il y avait de l'ombre, là où il n'y en avait jamais eu. J'ai réinvesti chaque euro, zappé les vacances, mangé les 3 mêmes repas pendant des mois, accepté des clients qui me poussaient dans mes retranchements, qui me forçaient à dépasser mes limites. Chaque fois que je me heurtais à un mur, j'apprenais. Chaque fois que j'avais envie d'abandonner, je travaillais un peu plus fort à la place. Les gens pensent que la croissance ressemble à des courbes et des jalons. Mais la plupart du temps, elle ressemblait à des tableurs ouverts à minuit, à des mails que je réécrivais 5 fois avant de les envoyer, à des projets que je recommençais de zéro parce que assez bien n'était pas envisageable quand ta réputation est ton seul CV. Je ne parlais toujours pas à mon père. Il envoyait des messages pour mon anniversaire. Courts. Signé « Papa avec amour ». Je répondais poliment. Je le remerciais. Mais je maintenais la distance. Il ne demandait jamais des nouvelles de mon entreprise, jamais comment je payais mon loyer, jamais si je pensais encore à cette école où j'avais failli aller. Et honnêtement, à ce moment-là, non. Ce rêve avait expiré. Pas par amertume, mais parce que je l'avais remplacé. Par quelque chose de réel, quelque chose qui m'appartenait. Chaque témoignage client, chaque contrat signé, chaque petit virement sur mon compte épargne, tout cela valait bien plus qu'un diplôme encadré. Il y a une fierté dans la survie qu'aucune salle de classe n'enseigne. Mon nom commençait à circuler. Les clients revenaient, me recommandaient. Un projet en entraînait 5. J'ai eu des mois où je gagnais plus qu'en une année avant. Rien de clinquant, rien de bruyant, mais stable, durable. Et la stabilité, c'était quelque chose que j'avais appris à vivre sans. Claire était là à chaque étape. Elle s'assurait que je mange quand je me perdais dans le travail, prenait mon téléphone quand j'avais besoin de sommeil, me rappelait que le repos faisait aussi partie de la construction, que la réussite ne se mesurait pas qu'en ampleur, mais aussi en sérénité. Je l'écoutais, la plupart du temps. Il y a une forme de muscle qu'on développe quand on fait tout soi-même.
Il n'aime pas l'aide, il résiste à la douceur. Mais j'apprenais à faire confiance à nouveau, morceau par morceau, brique par brique. Un jour, j'ai ouvert mon tableau de bord pro et j'ai réalisé que je pouvais rembourser toutes mes dettes. Chaque carte, chaque avis de relance, j'ai tout soldé et fermé les onglets dans le silence. Pas de fête, pas d'annonce, juste une satisfaction tranquille, constante. Ça ne ressemblait pas à de la revanche. Ça ressemblait à une restauration, de l'estime de soi, de la direction, de quelque chose qui ressemblait fort à la paix. Je n'avais pas fini de construire, loin de là. Mais pour la première fois, je sentais que le sol sous mes pieds tenait bon, et je savais, cette fondation-là, elle était à moi. Claire ne tomba pas amoureuse de ce que je construisais. Elle tomba amoureuse de la partie de moi qui refusait d'abandonner. Elle voyait le stress, la fatigue, les nuits où je fixais mon code comme s'il m'avait trahi, les matins où je buvais un café froid parce que j'avais oublié l'avoir versé des heures plus tôt. Et malgré tout, elle restait. Elle ne me demandait jamais quand j'aurais fini de travailler. Elle me demandait ce qu'il me fallait pour continuer. Ça paraît simple, mais ça ne l'était pas. Pas quand on a passé des années à construire seul. Pas quand on s'est appris que dépendre de quelqu'un, c'est être vulnérable. Mais elle avait cette façon discrète d'être là. Elle pliait le linge pendant que je répondais aux mails, allait chercher le dîner quand je ne voyais pas l'heure passer, restait assise à côté de moi, les jambes repliées sous elle, à m'écouter parler à voix haute de décisions que je ne savais pas comment prendre. Elle ne donnait jamais de conseils, sauf si je les demandais. Elle n'essayait pas de résoudre les choses. Elle écoutait, juste ça, et ça créait de l'espace, un espace dont je ne savais même pas qu'il me manquait. On ne parlait pas beaucoup de mon père. Elle connaissait les grandes lignes, la trahison, l'absence à la place du soutien. Elle ne forçait jamais pour en savoir plus. Mais quand le sujet revenait, elle écoutait avec un calme que je n'arrivais pas à égaler. « Ce n'est pas de ta faute », disait-elle chaque fois que j'essayais de justifier son choix. « Il a pris une décision, toi, tu l'as subie. » Ça me touchait plus qu'elle ne le savait sûrement, parce que j'avais passé tellement de temps à le porter comme un échec personnel, comme si je n'avais pas été assez impressionnante, assez reconnaissante, assez facile à aimer, mais elle me rappelait encore et encore que j'étais déjà suffisante. On a emménagé ensemble 1 an après notre rencontre, un petit appartement avec une plomberie douteuse et une lumière magnifique. On s'est approprié l'endroit, on partageait tout, on se répartissait le poids. Elle ne m'a jamais fait sentir que je lui devais quoi que ce soit pour les jours où elle portait plus. Et c'est peut-être ça qui la rendait différente des autres. Je n'avais pas besoin de mériter sa confiance. Elle était déjà là. Quand ma boîte a enfin généré un revenu stable, elle a célébré plus fort que moi. Elle m'a emmené dîner, a levé son verre de vin et a murmuré « C'est toi qui as fait ça, et personne ne peut te l'enlever. » Pas même lui, surtout pas lui. Dans le silence qui a suivi, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas l'approbation de mon père qui me manquait. C'était l'idée de cette approbation, l'idée que quelqu'un voit ta valeur et ne flanche jamais. Mais ça, je l'avais maintenant. Pas chez l'homme qui m'avait élevé, chez la femme qui m'avait choisi. Chaque jour, sans condition, sans hésitation, elle était le soutien que j'attendais depuis toujours. Pas bruyant, pas grandiose, mais inébranlable, et c'était bien plus que ce que j'avais jamais cru avoir. Il passait tous ses dimanches matins dans l'allée, capot levé, chiffon à la main. Cette voiture, profil bas, rouge, toujours impeccable, était sa religion. Il la faisait briller avec la concentration que la plupart réservent à la prière. Huile de coude et chrome, de la musique classique flottant depuis le garage. Il disait que ça l'aidait à réfléchir. Disait que c'était la seule chose dans sa vie qu'il pouvait contrôler. J'avais 8 ans la première fois qu'il m'a laissé m'asseoir derrière le volant. Mes pieds ne touchaient pas les pédales, mais il m'a montré comment tenir le volant à 2 mains. « Tu conduis cette voiture avec intention », il m'avait dit, « pas comme si elle te rendait service. » À l'époque, je croyais qu'il voulait dire qu'un jour, elle serait à moi, que c'était sa manière de dire « elle est à toi aussi ». En réalité, cette voiture avait des conditions.
comme tout le reste. Il l'a vendue des années après avoir vidé mon compte pour la fac. A dit que Jake avait besoin d'aide. Une histoire de seconde chance, d'investissement, de tremplin jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Il ne l'a pas dit comme si ça lui coûtait. Il l'a dit comme si c'était noble, comme si renoncer à cette voiture prouvait quelque chose sur l'amour et la paternité. Je n'ai rien dit. Je ne lui ai pas demandé s'il se souvenait des dimanches, du chiffon, du rituel. Certains fantômes n'ont pas besoin d'être déterrés. Et pourtant, je pensais souvent à cette voiture, plus que je ne voulais l'admettre. Pas parce que je la voulais, mais parce qu'elle était un symbole, de promesse, de vernis sur la rouille, de cette version de lui qui ressemblait à un protecteur, avant que je comprenne à quel point il pouvait troquer la stabilité contre la facilité. Elle m'est revenue un mardi, au hasard. Je faisais défiler des annonces pour autre chose et elle était là, même modèle, même année. Ce rouge fané, usé par le temps. Un autre propriétaire, toujours debout et bon marché, trop bon marché. J'ai fait défiler les photos comme si je touchais de vieilles cicatrices. Cuir craquelé, tableau de bord rayé, peinture terne, mais c'était la même voiture, celle qu'il avait aimée comme si elle respirait. J'ai fermé l'onglet, l'air ouvert 1 heure plus tard. Je l'ai laissé ouvert toute la nuit. Le lendemain matin, je l'ai acheté. Je n'en ai pas parlé à Claire, à personne. Je ne l'ai pas acheté par nostalgie. Je l'ai acheté parce que je le pouvais, parce que ce qu'il avait sacrifié pour quelqu'un d'autre, je le reprenais pour moi, pas pour lui, pour moi, pour chaque promesse écroulée, chaque mot effacé, chaque dimanche passé sur le perron à le regarder vénérer quelque chose avec des roues, en espérant qu'un jour je vaudrais ce genre d'attention. Je n'avais aucune intention de la lui rendre. J'allais la reconstruire, pièce par pièce, à mes conditions, et cette fois, elle ne serait plus le symbole de ce qu'il aimait, elle serait le reflet de ce que j'avais traversé. J'ai effectué le virement sans un mot, pas de coup de fil, pas de négociation, juste un transfert discret depuis un compte que j'avais bâti de mes propres mains. Le vendeur n'a posé aucune question. Il m'a simplement donné 1 heure, une adresse et la garantie que la carte grise était en règle. Quand je suis arrivée, la voiture était là, sous une bâche usée, dans un garage penché, à moitié noyé sous le lierre et la poussière. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Ou peut-être que j'avais simplement grandi. J'en ai fait le tour, une main glissant doucement sur le capot. La peinture était fatiguée, délavée par le soleil, les jantes rayées, l'intérieur en cuir avait pris cette odeur sèche, usée, qu'ont les choses qu'on a oubliées. Mais elle respirait encore, sous tout ça. Le vendeur m'a tendu les clés, sans vraiment me regarder dans les yeux. « Elle a besoin d'un peu d'amour », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. J'en ai à revendre. La ramener à la maison était irréel. Le moteur a tout sauté au début, puis trouvé son rythme. Le volant était raide, les freins grinçaient. Mais elle avançait, et c'était tout ce qui comptait. Claire n'a rien demandé quand je me suis garée dans l'allée. Elle se tenait à la fenêtre, sourcils levés, un sourire naissant aux lèvres. J'ai haussé les épaules, je l'ai garée à côté de notre berline fiable et ennuyeuse. Elle est sortie en chaussons, les bras croisés contre le froid. C'est bien ce que je pense? J'ai hoché la tête. C'était la sienne. Elle en a fait le tour lentement, comme on ferait le tour d'un monument, les yeux scrutant chaque imperfection. Quand elle est revenue côté conducteur, elle m'a regardé autrement. Sans confusion, sans jugement, juste là. « Tu vas la retaper? » Petit à petit, ai-je dit. « Je suis pas pressée. » Elle a fait glisser ses doigts sur la poignée. « Pourquoi maintenant? » Je n'avais pas de réponse claire, juste une sensation, comme si l'univers m'avait remis quelque chose entre les mains en murmurant « Qu'est-ce que tu vas en faire, cette fois? » Pendant les 6 mois suivants, j'ai travaillé dessus quand je pouvais, les week-ends, les soirs. J'ai remplacé ce qui était cassé, nettoyé ce qui pouvait être sauvé. Je l'ai emmené chez un ami garagiste quand le travail dépassait mes compétences. J'ai tout payé comptant. Pas de crédit, pas de dette. Il y avait quelque chose de réparateur dans le processus. Le ponçage, le lustrage,
Les petites victoires cachées dans chaque réparation, ce n'était pas pour la voiture, c'était pour reprendre ce qui, un jour, avait servi à mesurer ma valeur et le rendre mien, pas en héritage, pas en pardon, en réappropriation. Je n'ai jamais dit à mon père que je l'avais retrouvé, jamais dit que je l'avais racheté, parce que cette fois, l'histoire ne lui appartenait pas. Elle appartenait à la femme qui avait reconstruit sa vie dans le silence et qui possédait désormais ce qu'il avait laissé partir sans un regard en arrière. Le jour où j'ai terminé la voiture, il pleuvait. Pas fort, juste une brune régulière, assez douce pour estomper les contours de tout. J'étais dans le garage, le moteur ronronnant sous le capot, la peinture brillant sous l'ampoule unique au plafond. Le rouge avait retrouvé de la profondeur. Le chrome accrochait la lumière. Chaque bosse avait été lissée, chaque défaut corrigé à la main. Elle ne paraissait pas parfaite, elle paraissait vécue, entière. Claire est entrée derrière moi, 2 tasses de café à la main. Elle m'en a tendu une sans dire un mot. Juste à mes côtés, à regarder ce que j'avais fait, ce que j'avais reconquis. J'ai bu une gorgée, toujours silencieuse, puis je me suis tournée vers elle et j'ai dit « Elle est à toi ». Elle a cligné des yeux. 1 fois, 2 fois. Quoi? J'ai posé la tasse, sorti une petite enveloppe de ma poche arrière. À l'intérieur, la carte grise, propre, transférée à son nom. Elle l'a ouverte lentement, les yeux parcourant le document. Pas de mise en scène, pas de discours, juste du papier et un fait. Je l'ai reconstruite pour toi, ai-je dit. Parce que quand tout s'est effondré, toi non. Parce que tu es resté, parce que tu as cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait, et parce que je voulais que quelque chose dans ce monde t'appartienne comme moi je t'appartiens. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Elle a regardé la carte grise, puis moi, puis la voiture. Tu n'es pas obligé de la conduire, ai-je ajouté. Tu n'as même pas besoin de la garer quelque part de spécial. Je voulais juste que tu aies quelque chose construit de zéro, quelque chose de beau, quelque chose mérité. Elle a posé sa tasse à côté de la mienne et s'est avancée, faisant glisser ses doigts le long du capot. Ses yeux étaient embués, mais sa voix ferme. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Ce n'est pas un cadeau, ai-je dit. C'est une preuve. Elle s'est adossée à la voiture, les bras croisés, avec ce petit sourire calme qu'elle portait quand elle ne se faisait pas confiance pour parler. On est resté comme ça longtemps. Plus tard dans la soirée, on l'a conduite pour la première fois. La pluie avait cessé et les rues scintillaient des reflets de l'eau et des réverbères. C'est elle qui a pris le volant. Moi, j'étais côté passager, à la regarder régler les rétroviseurs, ses mains sûres et posées. Le moteur ronronnait. On a traversé d'anciens quartiers, passé devant des parcs où je m'asseyais autrefois, devant des coins où j'avais pleuré seule après des refus d'embauche, devant la maison de mon père. Il était dehors, en train de balayer le perron, figé au moment où il a vu la voiture passer. Il fixait. Je n'ai pas fait signe, Claire n'a pas ralenti, la voiture a glissé comme une question à laquelle on avait déjà répondu, et je suis restée silencieuse, sachant qu'il l'avait vue. Pas juste la voiture, la preuve, la vie, l'amour, tout ce qu'il avait choisi de ne pas construire avec moi, maintenant reconstruit sans lui. Les rues semblaient différentes ce soir-là, vides mais pas creuses, éclairées par les feux tricolores clignotant en rouge à travers les flaques, vitrines fermées et silencieuses, comme si toute la ville s'était mise sur pause pour nous laisser passer. Claire conduisait comme si elle avait toujours possédé cette voiture, stable, présente, insensible au poids de ce qu'elle représentait. Je la regardais de profil, la manière dont sa main reposait légèrement à midi sur le volant, la manière dont ses yeux balayaient chaque intersection, comme si elle ne conduisait pas juste une voiture, mais portait quelque chose de plus grand. Pas de musique, juste le doux ronronnement du moteur et de temps en temps le claquement des pneus sur l'asphalte mouillé. On ne parlait pas, on n'en avait pas besoin. Quand on a tourné dans la rue de mon père, je l'ai senti avant de le voir. Le clignotement d'une lampe de Porsche à travers les arbres,
la lueur bleue d'une télé derrière les rideaux, le monde qu'il avait choisi après avoir quitté le mien. Il était sur le perron, appuyé sur la rambarde, une main dans la poche de sa veste. De loin, je distinguais à peine l'inclinaison de sa tête, l'immobilité de ses épaules. Il nous regardait droit dans les yeux, ou peut-être la voiture. Son visage ne bougeait pas de signe, pas d'appel. Juste ses yeux plissés, comme s'il tentait d'identifier quelque chose qui ne collait plus. Claire ne tourna pas la tête vers lui. Elle garda les yeux fixés devant, posture droite, ni froide, ni théâtrale, juste calme. La voiture passa lentement. Pas pour le spectacle, pour la clarté. Je ne regardais pas dans le rétro. Je savais qu'il était toujours là, qu'il avait vu la voiture, qu'au fond de lui, dans un recoin silencieux de son esprit, il l'avait reconnue. Reconnue pour ce qu'elle avait été pour lui et pour ce qu'elle représentait désormais pour moi. Ce n'était pas une revanche, ce n'était pas une démonstration, c'était laisser le silence parler plus fort que n'importe quelle confrontation. Il m'avait un jour dit que cette voiture était la chose qu'il aimait le plus au monde, qu'elle lui donnait l'impression d'avoir réussi quelque chose. Aujourd'hui, elle appartenait à la vie qu'il avait quittée. Et je n'avais aucun désir de la lui rendre. On a continué de rouler, on a dépassé les anciens trajets que je prenais pour rentrer de l'école, le centre commercial où j'avais eu mon premier job, l'arrêt de bus où j'attendais quand ma voiture tombait en panne et que personne ne venait me chercher. Chaque coin portait une version de moi que je n'avais plus besoin de porter. Quand on est enfin rentré dans notre allée, Claire a coupé le moteur et s'est tournée vers moi. « Ça va? » a-t-elle demandé. J'ai souri. Petit, sûr. « Oui, » j'ai dit. « Ça va. » Je ne me sentais pas vengée, je me sentais nettoyée, comme si quelque chose d'embrouillé depuis longtemps avait enfin été mis au repos, et que la route devant moi m'appartenait, désormais, sans fantôme dans le rétroviseur, juste de l'espace ouvert. C'est facile de dire que ce n'était que de l'argent, un compte pour la fac, un chiffre sur un relevé, quelque chose qu'on peut perdre et malgré tout survivre. Mais ce n'est pas ça qu'il a pris. Ce qu'il a pris, c'est la certitude, la base que je pensais avoir sous les pieds. Cette croyance tranquille que quand quelqu'un dit « je suis là pour toi », il le pense vraiment. Que l'amour ne vient pas avec des clauses en petits caractères ou des conditions de redistribution. Que si tu es présente, que tu travailles, que tu as de bonnes notes, que tu évites les conflits, tu seras protégé. C'est ça qu'il a pris. D'un seul choix, il m'a dit que je n'étais pas la priorité, que mes efforts étaient admirables mais insuffisants, que l'urgence de quelqu'un d'autre, le potentiel de quelqu'un d'autre, le chaos de quelqu'un d'autre valait plus que ma préparation. Et ça change une personne. Ça te fait douter de chaque oui, de chaque sourire, de chaque plan que tu oses faire pour toi-même. Pendant longtemps, j'ai vécu avec ce doute. Je l'ai porté comme un poids dans la poitrine. J'ai bâti mon entreprise autour de lui. Je l'ai laissé me pousser, me modeler, me durcir. Je suis devenue autonome parce que je n'avais pas le choix. Les gens me disaient forte, indépendante, débrouillarde. Mais la vérité, c'est que j'étais juste fatiguée de demander, fatiguée de dépendre de gens qui disaient une chose et faisaient l'inverse. Fatiguée d'espérer que quelqu'un ferait pour moi ce que je ne cessais de faire pour les autres. Et dans cet espace, entre le silence et la résolution, j'ai trouvé quelque chose de plus précieux que la confiance. J'ai trouvé la discipline. Il m'a appris ça, même s'il ne l'a pas fait exprès. En choisissant le rêve de quelqu'un d'autre au lieu du mien, il m'a montré comment construire sans applaudissements, comment survivre sans soutien, comment réussir en silence quand personne ne regarde et garder cette réussite comme un secret jusqu'à ce qu'elle devienne trop grande pour rester dans l'ombre. Et aujourd'hui, des années plus tard, je comprends le prix. Il n'a pas juste pris l'argent, il a pris la chance d'être fier de moi pour les bonnes raisons. Il a manqué le chemin, il a manqué l'ascension, et le jour où il comprendra ce qu'il a laissé derrière lui, il n'y aura plus de place à la table, parce que j'en ai dressé une nouvelle, avec mes propres mains. Pour ceux qui sont restés, pour ceux qui n'ont jamais eu besoin qu'on leur rappelle comment m'aimer, il peut garder ses justifications, son silence, ses regrets,
parce que ce qu'il a pris ne me définit plus. Ce que j'ai construit après, si, et plus jamais, je ne laisserai quelqu'un me l'enlever. Je n'avais jamais prévu de créer une entreprise. Au début, c'était juste pour survivre, une façon de payer les factures, une façon de m'assurer que je n'aurais jamais à l'appeler à l'aide, une rébellion silencieuse déguisée en travail. Mais avec le temps, c'est devenu plus que ça. C'est devenu une structure, un but. La preuve que je pouvais créer quelque chose de réel, sans permission, sans diplôme, sans le soutien d'un père qui avait déjà misé sur quelqu'un d'autre. Les débuts, c'était que de la ténacité. Des nuits blanches, des repas sautés, tout apprendre à la dure. J'ai fait des erreurs, perdu de l'argent, frôlé le burn-out, puis je me suis relevée. Et chaque fois que je me cognais à un mur, je construisais une porte. Les clients allaient et venaient. Certains me traitaient comme si j'étais remplaçable. D'autres restaient fidèles, transmettant mon nom dans des cercles qui n'incluaient jamais des gens comme moi. Et peu à peu, mon nom a commencé à compter. Mon travail parlait avant même que j'arrive. C'est là que j'ai su que j'avais construit quelque chose de plus grand que la survie. J'avais bâti une réputation, pas bruyante, pas tape à l'œil, mais solide. Ce n'était pas une question d'être la meilleure. C'était une question de constance, de livrer, d'être là, encore et encore, jusqu'à ce que les gens cessent de demander mes diplômes et commencent à demander mes disponibilités. Le succès n'est pas tombé d'un coup. Il est arrivé en petites vagues. La première fois que j'ai payé mon loyer en avance. La première fois que j'ai refusé un client parce que je n'avais pas besoin de l'argent. La première fois que quelqu'un a proposé d'investir et que j'ai dit non parce que je n'avais pas besoin d'être sauvée, j'avais besoin d'espace pour grandir, pour continuer à construire, pour garder le contrôle de ce qui m'appartenait. Claire l'a vu avant moi. Elle me disait « Tu ne t'en rends pas compte, mais tu as déjà fait le plus dur. » Je riais. Je lui disais qu'il y aurait toujours une autre épreuve qui m'attendait. Mais elle avait raison. Le plus dur, c'était de croire que je méritais de construire quelque chose pour moi, que je n'avais pas besoin de la voix de mon père dans ma tête, de son nom sur un chèque ou de sa voiture dans l'allée pour prouver que j'avais de la valeur. Maintenant, j'ai mes propres clés. Celles de mon entreprise, de notre maison, de la voiture qu'il aimait autrefois, maintenant dans notre garage, avec une peinture neuve et une nouvelle histoire. Ce n'était plus une question de lui prouver qu'il avait eu tort. C'était de me prouver que j'avais eu raison, que je pouvais partir de rien et grimper, que je pouvais perdre foi en quelqu'un et la retrouver en moi, que je pouvais prendre ce qu'il restait d'un plan brisé et bâtir quelque chose de plus fort, plus vrai, plus à moi. Alors non, je n'ai pas eu de diplôme, mais j'ai eu mieux, la liberté, et je l'ai gagnée centimètre par centimètre. Il y a un moment où tu réalises que tu as franchi une ligne que tu pensais ne jamais atteindre. Pour moi, ce moment est arrivé en silence, sans trompette, sans grande annonce. Juste le bruit des clés glissant dans un contact neuf, le ronronnement d'un moteur qui n'était plus emprunté au rêve de quelqu'un d'autre. Claire et moi avons conduit cette voiture un samedi matin, ce genre de matin où l'air est vif et pur et où la ville n'est pas encore complètement réveillée. On n'a pas beaucoup parlé, on n'en avait pas besoin. La route s'étendait devant nous, rue déserte, virage familier, ce genre de calme qui te laisse respirer profondément sans peur. On est passé devant sa maison, devant les endroits où je marchais seule, portant trop d'espoir trop longtemps. Il n'était pas dehors. La pelouse avait envahi le jardin. La lumière du porche vacillait comme accrochée à un fil. Et j'ai senti quelque chose se dénouer en moi. Pas de colère, pas de tristesse, juste un lâcher-prise. Toutes ces années d'attente, d'espoir, de promesses brisées, s'étaient envolées avec le soleil du matin. J'ai compris alors que cette voiture n'était pas qu'un assemblage de métal et de peinture. C'était un symbole de survie, de résilience, d'un avenir que j'avais bâti selon mes propres règles. J'ai regardé Claire. Elle a souri, et dans ce sourire, j'ai vu tout ce dont j'avais besoin. Un triomphe silencieux, une vie retrouvée. Pas de mots, pas de bruit, juste nous, avançant, toit baissé et sans regret.
Il y a des années, je croyais avoir besoin d'un compte pour la fac pour prouver ma valeur. Aujourd'hui, je sais que la valeur ne se transmet pas. Elle se mérite, elle se construit, elle se sculpte dans des moments de silence et de force, dans les choix calmes de rester debout quand tout en toi veut abandonner. J'ai passé une dernière fois devant sa maison et laissé le passé là-bas, parce que j'avais trouvé ma propre route et que j'étais enfin libre de la parcourir.